Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Société française du glaucome et qui a pour thématique la chirurgie du glaucome. Juste avant de débuter, nous voulions vous rappeler le congrès qui se déroulera le vendredi 22 septembre à Lille, au Palais des Congrès de Lille, et qui a pour thématique les glaucomes par fermeture de l'angle. Donc vous voyez, on a un très beau programme avec un très beau panel d'orateurs français internationaux. Vous pouvez encore vous y inscrire. Vous voyez les deux liens en bas de la page qui vous permettent de vous y inscrire. Donc vendredi 22 septembre au Palais des Congrès de Lille, l'ensemble de la journée. Inscrivez-vous nombreux. Et nous allons débuter sans plus tarder. Je vais laisser la parole au professeur Cédric Schweitzer qui va nous parler des indications de la chirurgie du glaucome. Donc Cédric, la parole est à toi. Je dois vous parler des indications de la chirurgie du glaucome. Tout d'abord, il faut regarder les recommandations de la Société européenne du glaucome qui ont été éditées, actualisées en 2020, où la chirurgie intervient en deuxième intention. Pourquoi? Parce que la plupart des traitements médicaux ou laser permettent de stabiliser la pression intraoculaire pour une grande majorité des patients. Mais lorsque les patients échappent au traitement médical ou laser, il faut indiquer une chirurgie. La situation actuelle en France est la suivante. Vous voyez ici les données de l'assurance maladie concernant les actes chirurgicaux. Et vous voyez qu'en fait, la chirurgie du glaucome concerne à peu près 30 000 patients en France tous les ans. Et les chirurgies les plus pratiquées sont la trabéculectomie et puis les poses de stent, donc les MIGS. Cette autre étude française qui avait été publiée récemment montrait que la chirurgie du glaucome n'est pas si pratiquée que ça en France, puisqu'elle concerne 40 000 habitants pour une population de 100 000, et qu'il y a 126 chirurgiens qui pratiquaient plus de 50 procédures par an. Alors cependant, est-ce que c'est suffisant pour traiter tous les patients glaucomateux? Est-ce que ce ne serait pas un peu sous-indiqué? Eh bien, cette étude récente du Lancet qui évaluait l'incidence de la cécité et de la malvoyance en fonction des zones géographiques, et notamment en Europe occidentale, montre qu'en fait, l'incidence de la malvoyance et de la cécité augmente de façon exponentielle avec l'âge pour deux pathologies, l'ADMLA et aussi le glaucome. Donc il est assez probable que le glaucome ne soit pas suffisamment bien, il est vrai, diagnostiqué, mais probablement aussi traité. Alors pourquoi indiquer une chirurgie du glaucome? Donc je vous propose qu'on se pose la question du pourquoi, du quand, à quel moment, donc, et puis quel type de procédure. Donc répondre à cette question, c'est la première réponse, elle est assez simple, puisque c'est tout d'abord évidemment un glaucome qui progresse, et donc je vous engage fortement à analyser de façon associée le champ visuel et l'OCT, avec une analyse événementielle et tendancielle. Donc à chaque fois, ces deux types d'analyse pour tous les paramètres que vous collectez sur l'OCT et le champ visuel, de façon à faire une détection assez précoce de la protection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez un paramètre qui commence à bouger, qui semble s'organiser en cluster, il faut le surveiller de très près et aller assez vite à l'escalade thérapeutique. C'est d'autant plus vrai qu'on sait que cette étude a montré que la vitesse de dégradation du champ visuel était plutôt lente, ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle pour les patients, mais ça signifie aussi que lorsqu'on fait un champ visuel tous les 6 mois pour les patients, eh bien, si on loupe une information, on peut la diagnostiquer un peu trop tardivement, puisque la dégradation est un peu trop lente. L'autre difficulté du champ visuel, c'est la reproductibilité. Donc cette figure peut être un peu difficile à lire, mais en fait c'est la façon que le patient, quel est le niveau de sensibilité auquel il va répondre la deuxième fois, lorsqu'il fait la deuxième fois un champ visuel. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'en fait il y a une variabilité très importante lorsqu'il y a une sensibilité rétinienne en un point qui est inférieure à 15 décibels. Donc il ne faut pas hésiter à répéter les champs visuels pour diagnostiquer la progression. La deuxième réponse au pourquoi de la chirurgie, c'est évidemment la tolérance. Donc, vous voyez une photo d'une patiente qui a été opérée de l'œil droit, et l'œil gauche, c'est l'œil non opéré. Et on voit qu'elle a une traction de la graisse périorbitaire, elle avait une intolérance de surface au collyre. Et donc, on sait que 2/3 des patients ont des problèmes d'effets secondaires minimes à modérés au moins. Cette autre étude qui était assez large, multicentrique, américaine,
révélait que sur le score OSDI, donc le score de surface oculaire, 27% des patients présentaient des symptômes de sécheresse oculaire modérés à sévères, ce qui est quand même assez important, et que c'était corrélé au nombre de traitements hypotonisants, comme l'a retrouvé également l'équipe du professeur Baudouin. Et la troisième réponse au pourquoi indiquer une chirurgie, c'est évidemment l'observance. Donc, il n'y a pas beaucoup de données publiées, mais il y a quand même quelques données qui sont assez intéressantes. C'est une étude sur 14 000 participants atteints de glaucome aux États-Unis et qui montre que, je pense que vous serez effrayés de voir les chiffres, qu'il n'y a que 59% des patients qui poursuivent leur traitement à 1 an et il n'y en a que 10% qui poursuivent le traitement sans interruption à 1 an. Et les résultats sont comparables à d'autres maladies chroniques. Donc, on peut supposer qu'ils sont assez justes. Donc, c'était aux États-Unis, donc on peut se dire qu'il y a des différences culturelles ou éventuellement économiques. Et là, c'est une étude en Suisse qui montre des résultats assez comparables avec des observances qui sont de l'ordre de 50 à 60% maximum à 6 mois. Et donc, les raisons du manque d'observance, c'est des problèmes comme vous pouvez le voir pour ces patients qu'on peut voir d'arthrite ou de problèmes de manipulation des collyres, de mauvaises pratiques d'instillation des gouttes, notamment pour les personnes les plus âgées, et des problèmes simplement de connaissance de la maladie. Lorsqu'on n'a pas la sensibilité sur le risque de cécité, évidemment, on est un peu moins observant sur son traitement. Alors, la deuxième question importante qu'on doit se poser, c'est quand indiquer une chirurgie du glaucome. Donc là, il y a le concept de la pression intraoculaire cible. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on doit commencer à se poser des questions d'une escalade thérapeutique. Est-ce que j'ai atteint ma cible chez tel ou tel patient? Et bien, en fait, ça dépend de 5 paramètres, notamment la sévérité du glaucome, l'espérance de vie du patient, qui est toujours un peu difficile à apprécier, évidemment. La pression intraoculaire sans traitement, ça c'est vraiment une information que je trouve assez importante, notamment au regard des études thérapeutiques qui sont publiées. Les facteurs de risque additionnels et évidemment la vitesse de progression, si on dispose de cette information avec des suivis suffisamment longs. Une autre notion qui a été rapportée dans les dernières recommandations de l'EGS, qui contribue à la détermination de la pression cible, c'est le statut de l'autre œil. Évidemment, si on a une cécité ou une malvoyance sur un œil, eh bien, il faut peut-être aller à l'escalade thérapeutique un peu plus rapidement sur l'autre œil, et éventuellement aussi les préférences du patient, puisque ça joue dans la prise en charge chirurgicale. Donc, les concepts de pression cible sont des données qui sont issues des grandes études randomisées. Donc là, vous avez un résumé qui est peut-être un peu dense, mais que vous pourrez retrouver dans les recommandations de l'EGS. Ces études comparaient un traitement au placebo. Et donc, ça nous donne en fait la pression qu'on doit obtenir pour certaines catégories de pathologies. Par exemple, pour les glaucomes à pression normale, on sait qu'on doit obtenir 30% de baisse pressionnelle et qu'à ce niveau de pression, bien, en fait, il n'y en a plus que 12% qui se dégradent. Pour les glaucomes naïfs, ce serait plutôt 25% selon le MGT. Et la GIS aussi apporte des informations assez intéressantes pour les glaucomes sévères. Et cette étude a montré que lorsque la pression était inférieure à 14 mm de mercure à toutes les visites, les patients avaient beaucoup plus de chances d'être stables au cours du suivi. Enfin, cette étude qu'on a publiée en France montrait qu'évidemment la baisse de pression était associée à une réduction de la vitesse de progression, mais elle montrait aussi que le passage d'une tri à une quadrithérapie ne produisait pas d'effet additionnel sur la dégradation du champ visuel. Et enfin, dans le camp de la chirurgie, il ne faut pas hésiter, avant d'indiquer une chirurgie, à éventuellement se demander si ça ne pourrait pas être autre chose, notamment en pratiquant des IRM des voies visuelles ou des explorations cardiovasculaires. Il n'est pas rare de tomber sur des anomalies de type lacune qui peuvent mimer des dégradations du RNFL global ou des adénomes hypophysaires ou des méningiomes. Et enfin, je terminerai rapidement sur le comment, c'est-à-dire quelle procédure. Ce sera développé au cours de ce webinaire. La trabéculectomie, il est certain que c'est la chirurgie qui va donner la baisse de pression la plus importante. Donc, si vous cherchez une chirurgie qui baisse la pression intraoculaire, il faut probablement favoriser la trabéculectomie avec un taux de succès à 9 ans qui est bien supérieur au traitement médical, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Il n'y a pas beaucoup d'études qui rapportent les effets sur le champ visuel, mais il y en a quelques-unes sur la trabéculectomie, et ça montre quoi? Qu'il y a une cassure franche de la vitesse de dégradation lorsqu'on pratique une trabéculectomie, mais c'est au prix d'une dégradation ponctuelle au cours du suivi post-opératoire parfois. Les valves de drainage
Les études sont montrées que c'est plus efficace sur la pression intraoculaire avec un taux de succès à 5 ans qui est supérieur à la TRAB et avec un risque PEROP chirurgical qui est un peu plus important. Et avec des baisses d'acuité visuelle qu'on peut parfois observer avec ces chirurgies filtrantes perforantes, puisqu'en fait le risque principal c'est l'hypotonie qui peut conduire à des baisses d'acuité visuelle permanentes, ainsi que les pics d'HTO post-op. Et donc les autres types de procédures qu'on peut indiquer, c'est la sclérectomie profonde, si on souhaite favoriser le profil de sécurité, puisqu'on ne perfore pas l'œil. Donc le risque d'hypotonie est moins important, et donc cette méta-analyse retrouvait que le taux de complication était entre 2 et 4 fois moindre avec une sclérectomie profonde qu'avec une trabéculectomie. Et enfin, les MIGS, l'indication des MIGS, ce serait, on sait qu'il y a un effet pressionnel qui est moindre, mais un profil de sécurité qui semble être supérieur. Donc là, il existe différentes voies d'abord qui seront développées, qui donnent des baisses pressionnelles variables, mais qui sont inversement corrélées au profil de sécurité, et on indiquera telle ou telle procédure en fonction du profil de patient ou de ce qu'on souhaite obtenir. Donc en conclusion, il est très probable qu'on indique trop tard les chirurgies, c'est ce qu'a montré cette étude allemande avec dans leur cohorte 75% de retard à la prise en charge, notamment du fait d'une aversion à la chirurgie, l'absence de chirurgie parfaite, et que l'indication actuelle, elle doit tenir compte de la baisse pressionnelle, mais également du profil de sécurité et du maintien du champ visuel sur le long terme. Et donc grâce à l'arsenal thérapeutique dont on dispose, on peut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup Cédric pour cette belle présentation qu'on discutera tout à l'heure, et j'invite d'ailleurs l'ensemble des participants à poser des questions sur le live, sur FMC, et on pourra discuter de l'ensemble de ces communications.